C'est une carte qu'on trouve accrochée au mur des écoles du monde entier, un planisphère qui représente les mers et les continents de notre planète ronde. Mais comment a-t-on fait d'une sphère un plan? On doit à un voyageur immobile, un certain Gérard Mercator, cette projection cartographique créée au XVIe siècle à destination des navigateurs qui voguaient dans un monde aux frontières soudain étendues. Comment cette représentation est-elle devenue un standard et pourquoi est-elle aujourd'hui remise en question? Science Chrono joue aujourd'hui le monde carte sur table. Bonjour Emmanuel Vagnon. Bonjour. Vous êtes chargé de recherche CNRS au laboratoire de médiévistique occidentale de Paris et vous êtes spécialiste de l'histoire de la cartographie occidentale du Moyen-Âge à l'époque moderne. Vous êtes par ailleurs la co-autrice avec Jean Leveugle du livre Géographia, l'Odyssée cartographique de Ptolémée, paru aux éditions de la BNF. Je suis ravi de vous recevoir pour ouvrir cette 3e saison de Science Chrono sur France Culture. Et c'est un immense bonheur aussi de vous retrouver toutes et tous, chères auditrices, chers auditeurs. Cette année encore, on explorera chaque vendredi l'histoire des sciences dans la première demi-heure de l'émission, en prenant à chaque fois appui sur une archive sonore. Quant à la deuxième demi-heure, elle sera bien sûr consacrée à l'entretien archéologique, qui nous permettra de voyager dans le passé de l'humanité et de réactualiser nos connaissances sur ce passé grâce aux découvertes réalisées sur le terrain des fouilles. Sans perdre plus de temps d'ailleurs, je vous annonce le programme de l'entretien archéologique du jour. Tout à l'heure, nous parlerons du cannibalisme à la préhistoire, à l'aune des dernières découvertes réalisées notamment à Atapuerca en Espagne. On se demandera comment on peut établir avec certitude des pratiques cannibales chez nos lointains ancêtres. Et on verra pour quelles raisons il est encore difficile de donner une explication définitive à ces pratiques. Mais avant d'aborder ce sujet nourrissant, revenons-en à notre premier plat du jour, l'histoire des sciences, et aujourd'hui une histoire qui justement nous fait mettre le monde à plat. Emmanuel Vagnon, vous allez nous aider à comprendre l'importance de cette projection cartographique proposée par Mercator au XVIe siècle. Avant qu'on parle de lui et de son travail, j'aimerais que vous nous aidiez à comprendre grâce à quelles cartes on circulait jusqu'au début du XVIe siècle, à quoi ressemblaient ces cartes et qui en étaient les utilisateurs. Oui, Mercator réalise sa carte en 1569, mais il est héritier d'une très longue tradition cartographique. Et il faut savoir qu'au début du XVIe siècle, on utilise à peu près deux grands types de cartes. D'une part, des cartes marines, qu'on appelle aussi parfois des cartes portulans, et puis des cartes qui sont issues de la géographie de Ptolémée. Alors, commençons par les cartes marines. Les plus anciennes connues datent de la fin du XIIIe siècle, notamment la carte pisane, conservée à la Bibliothèque nationale de France. Et ce sont des cartes qui représentent l'espace maritime et non pas l'espace terrestre. Et elles sont fondées sur des mesures et sur des orientations. Donc, la caractéristique des cartes marines médiévales, ce sont des roses des vents qui indiquent les caps de navigation à partir de l'utilisation de la boussole. Et ce qui est déjà extraordinaire dans cette cartographie, c'est le souci de représenter les formes réelles des côtes grâce à une échelle graduée. Donc dans ces cartes marines, on a à la fois un souci des angles et un souci des distances. À quoi elles ressemblent ces cartes? Parce qu'elles sont, vous le dites, essentiellement centrées sur le monde maritime, sur les ports, sur les îles, sur les obstacles maritimes. Moi, j'ai regardé la carte pisane et j'étais totalement, c'est le cas de le dire, déboussolé. Pourtant, c'est la boussole qui est à la base de ces cartes, bien sûr. Et elles sont d'abord utilisées en Méditerranée et elles représentent la Méditerranée et la mer Noire, c'est-à-dire l'espace antique, finalement, fréquenté par les marins depuis l'Antiquité, mais qui est formalisé seulement au cours du Moyen-Âge, grâce à la boussole notamment. Et ces cartes représentent simplement les côtes, le tracé des côtes, avec l'énumération des noms des ports qui sont perpendiculaires aux côtes à l'intérieur des terres. Et puis ces cartes sont caractérisées aussi par des indications nautiques sur les accidents de navigation, notamment les écueils, les bancs de sable, les estuaires des fleuves. Quelquefois, elles sont ornées aussi d'indications à l'intérieur des terres sur les exemplaires qui sont les plus luxueux. Mais voilà, effectivement, ce sont des cartes qui résument finalement l'espace à l'espace maritime, comme vu depuis un bateau et avec un instrument de navigation à la main. Alors, vous évoquiez un autre grand nom quand on parle de géographie, de cartographie, c'est celui de Claude Ptolémée, géographe, mathématicien, astronome d'Alexandrie du 1er, 2e siècle. Quelle importance il a, lui, dans l'histoire de la cartographie, cette fois une cartographie qui va représenter plutôt les terres?
La géographie de Ptolémée, ça représente la cartographie savante de l'Antiquité qui est retrouvée à la Renaissance selon une sorte de mythe qui Mhm. dit que la Renaissance, c'est la Renaissance de l'Antiquité précisément. La géographie de Ptolémée, c'est le troisième livre de Ptolémée. On connaissait déjà son traité d'astronomie et son traité de mathématiques qui avait été traduit d'après les textes arabes. En revanche, la géographie avait été presque oubliée, en tout cas elle était inaccessible dans le monde latin pendant une grande partie du Moyen-Âge. Et c'est à la fin du XIVe siècle qu'un érudit byzantin qui s'appelle Manuel Chrysoloras rapporte en Italie un exemplaire en grec de la géographie de Ptolémée et entreprend avec ses élèves de la traduire en latin. Ce qui est fait vers 1409 par un de ses élèves, Jacopo d'Angelo. Qu'est-ce qu'il avait introduit, Claude Ptolémée, dans sa façon de fabriquer des cartes qui diffèrent justement de ces portulans, de ces cartes établies par les marins? La géographie de Ptolémée est composée à partir de principes qui sont totalement différents. En réalité, Ptolémée formalise l'idée d'un graticule, des coordonnées en latitude et longitude. Et le principe mathématique dont nous avons hérité indirectement, c'est le principe que tous les lieux de la Terre sont disposés sur une grille avec des latitudes et des longitudes, ce qui permet de passer d'une carte générale du monde à des cartes régionales de manière très fiable. Ce qui distingue finalement ces portulans de la carte de Ptolémée, c'est cette notion clé dans notre émission, cette notion de projection. Comment est-ce qu'on peut définir cette notion-là de façon assez simple pour nos auditrices et nos C'est un des auditeurs? grands apports de la Ouais. géographie de Ptolémée, en effet, qui est en fait un manuel de fabrication d'une carte mathématique. Ptolémée commence par expliquer le principe de la projection cartographique, c'est-à-dire nous vivons sur un globe, sur une sphère. Ce qu'on sait depuis l'Antiquité, qu'on n'a pas du tout oublié au Moyen-Âge. Le problème cartographique, c'est de projeter cette sphère sur un plan, c'est-à-dire de dessiner une carte qui soit conforme à sa représentation telle qu'elle se présente sur un globe. Donc le principe de la projection cartographique, c'est de mettre à plat véritablement le globe terrestre. Ça permet donc du coup une certaine mathématisation de la carte qui ne requiert pas forcément du coup un voyage et une exploration. Cette carte du monde méditerranéen pensée et vue par Claude Ptolémée, à quoi ressemble-t-elle? Elle est encore, il y a pas mal d'aberrations quand même dans cette projection-là. Alors, une des grandes différences, c'est que la map-monde de Ptolémée ne concerne pas que l'espace méditerranéen. Elle représente tout le monde connu à son époque, c'est-à-dire 2e siècle après Jésus-Christ. Et donc, c'est un monde qui s'étend, selon lui, des îles Fortunées, c'est-à-dire nos îles Canaries, jusqu'à l'extrême-orient, c'est-à-dire l'extrémité de la Chine, et même le Japon. Qu'on n'appelait pas ainsi à cette époque-là. Et donc, l'idée, c'est que l'œcumène, l'espace habitable, occupe 180 degrés du globe terrestre. Et que l'on peut le représenter en réalité en ne représentant que la partie de l'hémisphère nord. Donc, peut-être simplement un quart de la sphère terrestre qui peut être représentée sur un plan. Et en effet, c'est un principe mathématique parce que la géographie de Ptolémée, c'est pas du tout un récit de voyage, c'est une liste de coordonnées, d'ailleurs très très austère. Plus de 8000 toponymes sont présentés avec leurs coordonnées géographiques en latitude et longitude avec les moyens de l'époque, c'est-à-dire calculés approximativement d'après des distances de voyage et aussi d'après l'observation des astres. Et je crois qu'il y a une précision qui est encore assez redoutable puisqu'il est pas si loin finalement des coordonnées qu'on a aujourd'hui. Alors, on a tout de suite, dès sa traduction, constaté des erreurs. Donc, ce qui est frappant quand même, c'est quand on voit ces cartes qui ont été faites au XVe siècle, ce n'est pas les cartes grecques, on a quand même une certaine ressemblance. On a l'impression de reconnaître les contours des continents avec des déformations très importantes et des hypothèses aussi, puisque Ptolémée ne connaissait pas, il connaissait que par ouï-dire l'Extrême-Orient. Il estime par exemple qu'une langue de terre rejoint l'Afrique à l'Asie et que donc l'océan Indien est un océan fermé. Aujourd'hui, on a tous dans notre poche un téléphone avec une carte accessible quand on veut, ou bien dans nos voitures, on a nos atlas routiers pour les plus traditionnalistes, on va dire, de la carte. Au 15e, 16e siècle, qui utilisait des cartes? Alors les cartes sont utilisées finalement dans des milieux cultivés. Des cartes ne sont pas à la portée de tout le monde. Donc on trouve des cartes au Moyen-Âge, on trouve des cartes à l'époque moderne, mais elles ne sont diffusées de manière vraiment large qu'à partir de l'imprimerie. Donc vraiment un moment historique à comprendre, c'est que la Renaissance, c'est aussi le moment de l'expansion de l'imprimerie et donc de la diffusion de la culture par des livres qui sont beaucoup plus accessibles. Donc les cartes existent et elles sont utilisées, donc ce sont des cartes manuscrites
manuscrite, hein, utilisée par les marins. Mais ce qui se passe, c'est à partir du milieu du XVe siècle, c'est qu'on commence à faire des cartes imprimées et que l'image du monde devient de plus en plus répandue. Et c'est des objets vraiment de prestige et qui expliquent finalement ces ornementations. C'est des très très belles cartes, ces cartes du Moyen-Âge, de la Renaissance, qui sont des œuvres d'art en soi. Les cartes marines, surtout celles qu'on a conservées, sont des œuvres d'art et on pense d'ailleurs qu'elles n'ont jamais servi à la navigation. Mhm. Donc ce sont des compilations de savoir sur le monde, mais qui sont offertes à une élite culturelle ou Oui. financière. Voilà. Ces cartes sont des objets de prestige, sont des objets de bibliophiles. Et de même, la géographie de Ptolémée, qui a été diffusée dans des manuscrits de très très grand luxe, c'est vraiment un objet de prestige comme un héritage de l'Antiquité. Au début du XVIe siècle, néanmoins, des savants reprennent immédiatement le contenu de la géographie de Ptolémée pour en faire des nouvelles éditions, Mhm. augmentées, commentées, corrigées, et qui sont diffusées cette fois sous forme imprimée. Sachant qu'il s'agit aussi de livres de luxe. Les premiers livres imprimés sont des livres de luxe également. On en arrive là à Mm. notre personnage du Oui. jour, Gert de Crémer. Mm. Qui est-il, cet homme qui va rebattre les cartes du monde? Dans quel environnement il est né en 1512? Alors, Gerd de Crémer, c'est son nom flamand, et dans les milieux savants, à cette époque-là, on latinisait son nom. Mhm. Donc, on le connaît sous le nom de Gerardus Mercator, c'est Gérard le Marchand, en réalité. Il est né près d'Anvers, à Ruppelmonde, en 1512, dans un milieu assez modeste. Mais à cette époque, comme au Moyen-Âge, les enfants un peu brillants, qui avaient quelques capacités intellectuelles, étaient envoyés dans les écoles et pouvaient suivre un cursus universitaire. C'est ce que fait Gérard Mercator. Il est envoyé à l'université à Louvain, où il fait des études d'art, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire qu'il apprend à la fois le trivium littéraire et le quadrivium mathématique, et il a d'excellents professeurs Mhm. surtout. Il fait des rencontres aussi déterminantes. Je crois qu'il rencontre à Anvers un moine franciscain, Franciscus Monachus, qui lui a une belle collection de cartes, et c'est ce qui va le conduire doucement aussi vers cette idée de cartographie. Alors, quels sont ses travaux? Je crois que c'est d'abord des travaux un petit peu d'artisanat. Il va fabriquer lui-même des globes. Oui, alors il a quand même une formation théorique très poussée avec Gemma Frisius, qui est le grand savant qui enseignait les mathématiques à Anvers à l'époque. Donc il s'intéresse à la cosmologie. Gemma Frisius a lui-même proposé des traités sur des instruments de mesure, sur la cartographie. Donc vous avez cette appréhension qui est à la fois théorique et très pratique, en effet, puisque Mercator se met à fabriquer des globes et se met à fabriquer des cartes modernisées et imprimées surtout. Ces cartes, ces premières cartes qu'il fabrique, Emmanuel Vagnon, Gérard Mercator, c'est quelle carte? Il va pas commencer par le planisphère, il va commencer tout de suite par la carte du monde. Non, alors il y a à cette époque un grand développement de cartes locales, de cartes régionales, pour des raisons d'ailleurs qui sont aussi des raisons politiques, de nationalisme, etc. Donc ces cartes sont à ce moment-là développées, et Gérard Mercator fait une carte de Terre Sainte et aussi une carte des Flandres, qui est célèbre. Alors on va y venir dans un instant, et on va bien sûr parler de ce travail de Mercator. Pour comprendre cette projection de Mercator, je vous propose d'écouter notre archive du jour. On y entend la voix du géographe belge Bernard Jouret dans l'émission Les Chemins de la Connaissance, diffusée sur France Culture le 1er décembre 1994. Une émission joliment intitulée « Un voyageur sans voyage, Mercator cartographe ». Mercator est un scientifique de haut vol. Quand on voit ce qu'il a réalisé incontestablement, c'était un homme qui connaissait déjà toutes les bases mathématiques de l'époque. Alors, ce qui est remarquable, c'est que cet homme-là, qui a fait des tas de cartes différentes, des tas de cartes du monde, la célèbre carte des Flandres, connaissait beaucoup de systèmes de projection qui avaient des qualités et des avantages et des défauts différents. Mais lui s'est vraiment acharné à essayer de trouver une projection qui permette une représentation droite de la loxodromie. Alors là, je donne une petite précision. La loxodromie sur la sphère, c'est une courbe qui recoupe tous les méridiens, toujours selon un même angle, cet angle étant l'azimut. Donc, pour arriver à avoir une représentation droite de cette courbe particulière, il fallait une projection cylindrique où les méridiens et les parallèles sont représentés par des droites perpendiculaires. Mais il fallait, pour assurer la conformité, c'est-à-dire la non-altération des angles, il fallait une projection conforme, il fallait donc trouver l'écart progressif entre les parallèles, la représentation des parallèles,
pour assurer cette conformité et pour assurer cette grande caractéristique mercatorienne qui est la représentation droite de la loxodromie. Eh bien, il l'a faite à l'époque, vers la moitié du XVIe siècle. Et il a d'autant plus de mérite, en fait, que le calcul différentiel et intégral n'existait pas. On a démontré mathématiquement sa projection, en gros, un demi-siècle plus tard. Et ça, c'est assez extraordinaire. Voilà, Emmanuel Vagnon, c'est assez extraordinaire. 1569, donc c'est la date à laquelle Mercator propose sa projection cartographique pour représenter tous les continents. Le titre Nouvelle description de la Terre, augmentée et mise à jour, adaptée à l'usage de la navigation. Qu'est-ce que vous retenez de cette archive où on entend la voix de Bernard Jouret qui pose déjà des détails un peu techniques de cette projection cylindrique de Mercator? Qu'est-ce que c'est qu'une projection cylindrique si on doit résumer? Si on doit résumer, il s'agit de placer le globe terrestre à l'intérieur d'un cylindre et de projeter sur ce cylindre toutes les formes cartographiques qui sont sur le globe terrestre. Donc c'est une manière finalement de transférer cette forme sphérique sur le plan. Ce qui explique très bien cette archive, c'est que cette projection cylindrique produit nécessairement des déformations dans les latitudes hautes, puisqu'il s'agit de transférer des méridiens qui convergent vers des pôles sur un graticule, que j'aime bien cette expression, un quadrillage, en réalité orthogonal. Alors si l'on passe d'un globe avec des fuseaux qui convergent vers les pôles à un quadrillage orthogonal, on produit des déformations, et des déformations que l'on peut calculer mathématiquement. C'est ça l'apport de Mercator. Ces déformations, elles existent encore. Quand on regarde un planisphère dans une classe, par exemple, d'école, on voit que le Groenland est quasiment aussi gros que l'Afrique, alors que le Groenland fait 14 fois moins grand que l'Afrique. Donc cette déformation, c'est juste une déformation commode. Mais si on en revient à la nécessité de cette nouvelle projection de Mercator, il faut aussi recontextualiser cette colonisation du Nouveau Monde, cette découverte de nouveaux continents. Quelle utilité immédiate à cette projection de Mercator? Alors, l'intérêt de Mercator est un intérêt effectivement scientifique et mathématique. Il s'agit de résoudre finalement la différence entre le principe des navigateurs qui utilisaient donc ces loxodromes, ces lignes de vent qui sont d'ailleurs portées sur les cartes marines, et le système en orthogonal de Ptolémée. Donc il s'agit finalement de faire converger deux systèmes de représentation. Il faut peut-être ajouter aussi un détail, c'est que les cartes marines sont fondées sur le nord magnétique, le nord de la boussole, alors que le système de Ptolémée et le système astronomique est fondé sur le pôle réel, le nord réel. Géométrique. Donc l'idée, c'est de faire converger les deux systèmes et de réconcilier les deux systèmes. Et c'est une réflexion que Mercator ne fait pas véritablement pour les navigateurs, même si c'est écrit ad usum navigantium, à l'usage des navigateurs, mais ce ne sont certainement pas les navigateurs qui lui ont demandé directement. Il s'agit d'une réflexion mathématique, intellectuelle, de conciliation de deux modèles cartographiques qui, chacun dans son domaine, est juste ou faux. Enfin, voilà, selon le point de vue que l'on a, chaque projection cartographique, finalement, a ses défauts, a ses erreurs. Il n'y a pas de projection cartographique parfaite. Il faut bien le comprendre. Alors, la projection de Mercator, elle a cet avantage immense d'être conforme, c'est-à-dire qu'elle respecte les angles. Et comme le dit très bien l'archive sonore, une droite tracée sur la carte correspond au cap du navire dans la réalité. Et c'est cette conformité d'angle entre la réalité et la carte qui est recherchée par les navigateurs, mais aussi les pilotes d'avion. Et donc, ça a toujours son utilité aujourd'hui. C'est un Graal parce qu'à partir du moment où on tire une droite sur ce planisphère, le marin garde son cap. Alors, bien sûr, il n'a pas une notion des distances respectées, mais au moins, il sait qu'il est dans la bonne direction quand il tire cette droite sur cette carte. Et donc, c'est ça qui est cherché dans cette carte. C'est ce qu'on appelle une projection conforme, alors qui, en revanche, ne respecte pas du tout les surfaces. Ce qui fait qu'effectivement, on a un Groenland vraiment surdimensionné, et ce qui avantage nettement toutes les nations qui sont proches du pôle Nord, qui sont dans les latitudes hautes par rapport à l'équateur. Il y a quelque chose qui m'a interpellé dans cette archive aussi, c'est le fait que Bernard Jouret dise que Mercator n'avait pas toutes les cartes mathématiques en main, tous les outils mathématiques en main pour développer cette projection. Et je trouve ça assez impressionnant quand même de se dire qu'il n'avait pas tous les outils en main, mais il a quand même fait une projection fiable. Il a une intuition mathématique qui est tout à fait exacte. C'est-à-dire qu'il faut reporter sur la carte les déformations qui sont faites dans les hautes latitudes. Lorsqu'on passe de la sphère au plan, la projection
cylindrique, on a une déformation qui peut se calculer. Et donc, il s'agit de reporter cet agrandissement des parallèles en latitude. C'est-à-dire, l'écartement des parallèles va correspondre à l'agrandissement des parallèles en longitude. Donc, cette correspondance entre latitude et longitude, c'est ce qui permet de garder les angles. Un autre élément aussi d'intérêt dans cette archive, c'est le fait qu'on parle d'un voyageur sans voyage. Et ça aussi, ça nous rappelle une pratique cartographique un peu étonnante. On parlait de ces portulans, finalement, de ces cartes qui étaient établies par les marins eux-mêmes, par l'expérimentation de leur voyage. Mercator, lui, il n'a pas du tout fait le tour du monde pour faire son planisphère. Non, mais c'est une époque où on avait beaucoup de rapports aussi de pilotes et de cartographes. C'est-à-dire que les planisphères de cartes marines de l'époque enregistrent peu à peu toutes les découvertes qui sont faites par les Européens à travers le globe. Donc on a une somme de connaissances absolument incroyables, mais qui sont peu à peu théorisées. Et Mercator est loin d'être le seul à avoir testé des projections cartographiques. Dès le début du XVIe siècle, vous avez toutes sortes de savants qui établissent des projections polaires, par exemple, et des projections en 2 hémisphères également. Par exemple, en France, on aura Oronce Fine qui établit toutes sortes de projections, par exemple une projection cordiforme qui est absolument magnifique en forme de cœur. Et donc cette conscience qu'il y a un problème de projection cartographique, que le système de Ptolémée n'est pas suffisant, qu'il faut le corriger sans cesse, il est très présent. Et Mercator trouve la solution la plus satisfaisante de son époque avec un calcul qui est fait par approximation, mais qui s'avère tout à fait juste. À quoi ressemble ce premier planisphère? J'imagine que ce n'est pas un planisphère d'1 mètre par 1,50 m comme on peut en voir affiché dans les maisons ou dans les écoles. Alors c'est une ambition éditoriale incroyable parce que c'est une carte en 18 feuillets imprimés qui sont juste à poser et qui donc forment un cadre que l'on peut afficher sur un mur entier. Donc il s'agit aussi véritablement d'un défi commercial et technique, d'impression. Et c'est du coup pas un planisphère qui se retrouve tout de suite dans la poche de tous les marins du monde. Absolument pas. Et d'autant plus que les principes mathématiques utilisés sont un peu complexes pour les navigateurs de l'époque, si bien que les cartes marines continuent à être utilisées à la manière ancienne, avec quelques aménagements. On rajoute des échelles de latitude et de longitude. On change un petit peu aussi la déclinaison magnétique. Mais en réalité, la projection de Mercator est utilisée très tardivement dans la navigation. Oui, c'est la question que je voulais vous poser, parce que pour nous, c'est révolutionnaire, parce qu'on l'utilise encore et on se dit « Ah, ça a été inventé au XVIe siècle, ce planisphère, et on l'utilise encore, c'est merveilleux », mais ça n'a pas finalement, ça n'a pas convaincu tout de suite les utilisateurs, et ça a mis du temps avant de s'imposer comme modèle standard, on va dire. Non, c'est une projection qui a été connue surtout dans les milieux savants, dans une cartographie mathématique, savante, de cabinet. En revanche, dans les milieux des navigateurs, elle s'impose très tardivement, je dirais fin XVIIe ou XVIIIe siècle même. Vous le disiez aussi tout à l'heure, Emmanuel Vagnon, le fait que toute carte est un peu trompeuse, toute carte en un sens est fausse. Une autre dimension de la carte, c'est que c'est un objet vraiment politique. Qu'est-ce que cette projection de Mercator a de profondément politique ? Alors, elle a été beaucoup utilisée à l'époque de l'expansion européenne, donc elle est fortement liée aussi à une image du monde qui s'est développée à l'époque de la première colonisation européenne du reste du monde. Donc, elle est marquée historiquement par cette expansion. Le fait est aussi que les premières cartes de Mercator, elles sont centrées sur l'Europe. L'Europe est au centre de la carte, c'est pour des aspects totalement pratiques, puisqu'elle était fabriquée en Europe, mais elle met en avant justement cette position européenne par rapport aux autres continents. Et puis, troisième position, le fait que les latitudes hautes soient élargies comme ça met en valeur aussi tout l'hémisphère nord du globe, au détriment des suds, de l'Afrique, mais aussi de l'Asie du Sud et aussi de l'Amérique du Sud. Et cette revendication de mieux représenter l'hémisphère sud, elle est ancienne, elle date pas d'aujourd'hui, même si on a des revendications récentes. Dans les années 70, par exemple, la projection de Gale Peters essayait de résoudre ce problème et de proposer ce qu'on appelle une projection équivalente, non pas conforme, donc on ne peut pas l'utiliser pour tracer un cap de navigation, mais qui rend justice en revanche à la taille des continents. On va revenir bien sûr à cette question de la remise en question actuelle de la projection de Mercator, mais j'aimerais pour qu'on conclue un peu l'histoire et l'œuvre de Mercator, parler d'un autre travail géographique conséquent qu'il a fait, son fameux Atlas en 1585. Ça aussi, c'est un apport dont on n'a pas idée pour la cartographie, cet atlas. Quelle base pose Mercator avec cette compilation de cartes des pays du monde ?
Mercator, c'est l'inventeur du terme atlas. On n'utilise pas ce terme avant Mercator, on utilise un recueil de cartes éventuellement. Mais l'atlas, c'est l'ambition de créer un livre total. Un livre qui d'ailleurs a une dimension religieuse puisqu'il donne à voir la fabrique du monde. C'est comprendre la mécanique du monde entier par des cartes géographiques. Et c'est l'idée aussi de faire une compilation de la totalité des espaces connus dans une cartographie qui soit justement avec une échelle à peu près constante, avec une présentation des cartes qui soit toujours identique Standardisé finalement. et standardisé. Ouais. Alors, c'est une ambition éditoriale parce que la production d'un atlas de ce type coûte absolument une fortune. À la même époque, son ami Abraham Ortelius compose un livre qui s'appelle le Theatrum Orbis Terrarum, le théâtre du monde, qui a aussi cette ambition de représenter la totalité du monde à travers des cartes. Et ces deux personnages étaient amis, ont travaillé ensemble. Ortelius a achevé son œuvre avant Mercator et c'est l'œuvre de Mercator a été éditée en fait après sa mort par ses descendants. Mercator est mort donc en 1594, si je ne dis pas de bêtises. Il a quand même eu une longue vie pour un homme du XVIe siècle. Vous le disiez, il y a toujours eu des projections alternatives finalement pour ce planisphère, pour cette carte du monde. La projection de Mercator domine bien sûr, mais il y a des projections alternatives. Vous évoquez cette projection de Gall Peters qui part de 1855 et qui est réactualisée dans les années 1970. Et depuis quelques années, et c'est revenu un petit peu dans le débat public ces derniers mois, il y a des projets comme Equal Earth qui remettent en question la projection de Mercator. Il y a quelques semaines même, l'Union africaine a adressé officiellement son soutien à une autre campagne intitulée Correct the Map, corriger la carte. Alors quel est le fond de ces campagnes? Que demandent ces campagnes pour une modification de nos représentations du monde? Alors, c'est une revendication à la fois légitime et qui n'a rien de nouveau. C'est ça qui est étonnant dans, je trouve, cette démarche, c'est que ça fait des décennies qu'on dit que la carte de Mercator n'est pas suffisante pour un usage pédagogique. Elle est très utile, en effet, pour tout un usage de navigation ou pour un usage mathématique. Mais dans les écoles, ça fait longtemps, en fait, qu'on utilise d'autres projections cartographiques. Il n'y a pas que la cartographie de Mercator dans les livres scolaires, vous pouvez aller vérifier. Ce qui est demandé là, c'est que le grand public, en fait, prenne conscience de cette distorsion des cartes. J'imagine que les géographes le savent très bien, que les milieux politiques le savent aussi. Mais c'est surtout l'image donnée publiquement de la forme des continents et surtout leur surface qui gagne à être modifiée. Est-ce que ça veut dire du coup qu'il faut remiser au placard les cartes de Mercator et vraiment adopter ces cartes qui rendent par exemple plus fidèlement compte des réelles dimensions du continent africain, de l'Amérique du Sud par exemple? Alors je pense que dans un usage qui serait de communication, il n'y a aucun problème à utiliser une carte qui ne soit pas conforme. Et effectivement, ça pourrait aider en effet à des représentations peut-être plus égales voilà, du monde. En revanche, ça serait bien de faire un effort de pédagogie et d'expliquer à tout le monde que les cartes ne sont jamais exactes. Il n'y a jamais de projection qui soit totalement... qui soit totalement exacte et qui soit conforme à la réalité. Et donc cette carte de Mercator, elle reste finalement encore très pratique et très commode. Oui, elle a encore de beaux jours devant elle, j'imagine. Bon, en tout cas, merci beaucoup à vous, Emmanuel Vagnon, de nous avoir permis de déplier cette histoire cartographique qui continue, et c'est la beauté de l'histoire des sciences, de s'écrire au présent.